Bienvenue à tous. Gestion de la crise préélectorale par l'institution parlementaire. Déjà, 3 rendez-vous manqués. Le 3e en date, celui du 25 mars dernier. Annoncé pour connaître de l'examen des propositions de loi dérogatoires, il aura purement et simplement été avorté. Et pour cause, mesdames, messieurs, la commission des lois attendue sur le dossier s'est finalement déclarée incompétente, se remettant du coup entre les mains de la plénière. Jeudi donc, pour débattre du sujet. Un micmac qui, pour certains analystes, n'augure rien de bon. Et la crise va s'enlisant. Tergiversation à l'Assemblée nationale pour des solutions de sortie de crise. L'impasse électorale à la porte du non-retour. De regards croisés pour nous aider à apprécier la situation que vit actuellement le Bénin. La porte de sortie de crise est-elle grandement ouverte, entrebâillée ou toujours hermétiquement fermée? Avec eux, nous allons essayer d'apprécier les données actuelles. Sur ce plateau déjà, Ange Banoui, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour, téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de lui, il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Joël, et bonjour aux téléspectateurs. Merci aussi de répondre à notre invitation. Sortie de l'impasse électorale dans le cadre des législatives du 28 avril prochain. Mesdames, Messieurs, le suspense reste tout entier. L'examen des 2 propositions de loi dérogatoires, modificatives et complétives, respectivement de la charte des partis politiques et du code électoral en vue des élections inclusives a à nouveau été renvoyé. Vous l'avez suivi. Ange Banoui, ce fut une grosse surprise, mais là, une surprise désagréable pour de nombreux Béninois qui avaient tout leur regard tourné vers l'Assemblée nationale le 25. Merci. Vous voyez, la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays amène dans une certaine mesure à vouloir se poser des questions sur la quintessence que font chacun des acteurs de la situation. S'il y a de cela quelques jours, on a ouï voir au-delà des balais diplomatiques qui ont été dépêchés sur le territoire national pour pouvoir s'appréhender de la situation qui prévaut, penser que les choses allaient se dérouler comme sur des roulettes. Il faut retenir que ce qui se joue au Parlement, étant réputé pour être le haut lieu de la politique, donne matière à réfléchir. Quand on sait que, au-delà de tout ce qui se disait et de tout la horde diplomatique, pour bon nombre de citoyens, c'est que le Bénin, étant un laboratoire de démocratie, ce n'était que, comme on dit, des contrôles de routine. Mais à la où vont les choses, on est amené à se poser des questions sur véritablement les réels mobiles qui émeuvent les uns et les autres en ce qui concerne les acteurs politiques actuellement au Parlement. Et mieux, lorsqu'on essaie d'appréhender un peu la question qui est mise sur le tapis, notamment la question du consensus évoqué par le chef de l'État à sa rencontre avec la majorité en tout cas au pouvoir, le 6 mars dernier, on a tendance à se poser la question si ce n'est pas au niveau de cette connotation-là que tout se joue. Parce que pour certains, la démarcation entre le consensus et l'unanimité semble être l'un des éléments qui clochent. Parce que, après analyse, quand on sait que, en réalité, le consensus, c'est tout au moins un minimum de points sur lesquels on puisse s'entendre pour évoluer, qui, à l'opposé de l'unanimité, qui amène tous à être d'accord ou bien partager un même avis, on pense, tout porte à croire qu'aujourd'hui, que tout se joue sur ces 2 connotations-là. Mais quitte à ce que, aujourd'hui aussi, il faut reconnaître qu'il y a à voir la portée qu'a enclenché cette situation, ce dénouement engagé par le président du Parlement, tout porte à croire pour certains que ça doit être un jeu parlementaire. Alors qu'en réalité, le consensus amène, comme souhaité par certains, c'est d'aller au-delà même du Parlement, mais qui va permettre peut-être maintenant à la classe politique de pouvoir légiférer au Parlement. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on observe au niveau de l'Assemblée nationale, mandatée officiellement pour aider à trouver la porte de sortie idéale, ça piétine sérieusement. Le 25 était la grande date où, pour nombre de Béninois, quelque chose devrait pouvoir être fait au moins
un petit signal bien fort. Il est confident, le signal, une fois encore, ne sera pas au rendez-vous du côté de l'Assemblée nationale. Il va falloir attendre le jeudi. Le signal n'a pas été au rendez-vous. Il ne devrait pas être au rendez-vous. Et ne devrait pas être. Il ne devrait pas être au rendez-vous. Pourquoi? Pour la simple raison que dans un gouvernement comme dans un corps humain, les maladies les plus graves là viennent de la tête. Et tout porte à croire que les parlementaires n'ont plus la tête à légiférer, à voter les lois qui pourraient nous sortir des crises. Vous voulez dire qu'ils ont peut-être la tête aux élections? Ils ont déjà la tête aux élections. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment aller à ces élections. Comment se fait-il que pour aller aux élections, ils ne pensent pas au préalable pour conduire à une élection, surtout paisible, il est quotidien. Ils se disent que en jouant aux jeux dangereux auxquels ils jouent, ils pourront compétir sans l'opposition. Mais c'est se mettre le doigt dans l'œil. Parce que plus ils feront montre d'absentéisme, plus ils manqueront à leur devoir de votation. Le temps va passer et se cachant ou se dissimulant derrière le slogan ruse et rage tenteront de mettre le peuple au devant de l'impossible en disant que on a bien voulu arranger les choses, mais l'opposition n'a pas accepté la main tendue et par conséquent, les deux blocs présidentiels qui sont supposés être à jour pourraient alors compétir et ainsi on aurait une Assemblée nationale et unicolore et une représentation de Sénat qui sortirait de tous les calculs ou de tous les schémas constitutionnellement connus. Oui, il est confident. Vous soulignez un aspect qui est souvent revenu ces dernières heures-ci. La question de l'absence, oui, était annoncé qu'être absent le président de la commission des lois et son rapporteur. Mais par la suite, mesdames, messieurs, il faut le souligner, ceux-ci ont rallié l'Assemblée nationale. Les travaux attendus au niveau de la commission ont pu être faits. Au niveau de cette commission, ce qui officiellement a été annoncé a dû conduire au report de la séance, c'est que la commission des lois, Ange Banoui, s'est finalement déclarée incompétente pour connaître de ce dossier, renvoyant alors la patate chaude vers la plénière. Et vous aurez pu déjà chercher à comprendre où est-ce que sinon la situation qui a conduit à ce qui se passe aujourd'hui de la commission des lois, d'où est-ce que c'est parti. Il faut se rendre compte que une certaine clairvoyance du président de l'Assemblée nationale, Maître André Oubédi, qui aujourd'hui, par la force des choses, se retrouve avec son parti PRD aussi prise entremaillée entre les différentes lois électorales qui l'ont évincé au niveau de la délibération de la Sénat, lui a donné une certaine, je ne dirais pas clairvoyance, qui aujourd'hui Vous ne pouvez pas parler de clairvoyance lorsqu'on a présidé un hémicycle où on est allé à voter des lois après minuit. Oui, laissez-moi venir. Et laissez-moi vous dire que les lois votées après minuit, pour moi, c'est des conneries. À minuit, un radical dort où il fait l'amour à sa femme. Et vous avez pris l'habitude, vous avez innové au Bénin en votant des lois après minuit. Et ce sont ces conneries-là qui amènent ce à quoi on assiste aujourd'hui. Tout comme il est confident, le chef de l'État a souligné lui-même que la situation est grave. Et si la situation est grave, certainement que les tests sont conduits à cela. Et c'est à raison que l'Assemblée a été une fois encore appelée à faire l'arbitrage. Et qui pour conduire les travaux, une fois encore, c'est Maître Adrien Oubédi, l'homme à la manette actuellement. Et donc, vous disiez... Je vais peut-être faire une petite révélation de ma position d'analyste. Je pense que ce soit une posture politique ou chose là, il faut reconnaître tout au moins que tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est dû à une certaine clairvoyance, je le reprécise, du président de l'Assemblée nationale qui, dans une certaine mesure, doit, entre autres, gêner ses partenaires d'antan qui ne se retrouvent plus dans la logique d'antan qui permettait à ce que certaines choses se fassent dans une certaine intelligence. Parce que, tenez-vous tranquille, il a fallu la plénière la semaine dernière pour que, contre toute attente, le président de l'Assemblée annonce qu'il a entrepris des démarches en dehors des partis politiques vers certains sachants, notamment le professeur Joël Alivor et le professeur président Topano. Des postures qui forcément ne seraient pas dans la démarche ou bien ne seraient pas forcément partagées quand on se rend compte que
sa démarche est survenue après ce qu'il n'aurait pas dû faire, ce qu'il n'aurait pas pu faire si son PRD avait non seulement reçu le quitus fiscal ou avait reçu le certificat de conformité. Il n'aurait pas dû faire ça. Vous n'avez pas compris la notion de clairvoyance dont j'ai fait cas. Je fais cas d'une certaine clairvoyance suite à la décision de la Sénat. On n'a pas besoin d'être c'est une démarche. On n'a pas besoin. Le vocable clairvoyance n'est pas approprié au développement que vous êtes en train de faire. On est clairvoyant lorsqu'on anticipe sur ce qui pourrait venir. Mais on ne vient pas guérir et quand on vient guérir, on ne parle pas de clairvoyance dans ce cas. C'est qu'on n'a plus le choix. Apparemment, on n'est pas dans le même contexte. Vous voyez, pour votre gouvernement, je ne représente aucun parti politique ici, donc j'opine en tant qu'analyste politique et en tant que juriste. Également que donc, moi, c'est pas une question de posture, c'est une question de rigueur intellectuelle. Donc, la clairvoyance n'a rien à voir. Me dit aujourd'hui. Vous voulez dire en clair, il est Kofi Dia, si la formation politique que conduit depuis fort longtemps Maître Adrien Ngouedi n'était pas en difficulté, Maître Adrien Ngouedi il ne serait pas devenu du coup clairvoyant, comme le dit mon avis. Vous partagez le même avis que moi. Ceci étant, c'est un fait que l'homme, comme le dit votre vis-à-vis, a adopté désormais une posture qui pourrait... C'est une clairvoyance provoquée alors par une déception. C'est une clairvoyance provoquée par une humiliation. On se rend compte qu'il y a une certaine clairvoyance qui a évolué, certaines mesures, de ne même pas forcément en odeur de sainteté avec ses partenaires d'antan. Donc, cette posture-là, dans une certaine mesure, n'amène pas à servir de transmission, de courroie de transmission, comme cela aurait pu se passer pour que les choses se passent en intelligence. Tout est parti en réalité, cette situation que nous vivons, parce que certainement, il se serait rendu compte que s'il ne restait pas aussi dans une certaine logique, à aller même jusqu'à dire, mais c'est du pays qu'il s'agit, c'est-à-dire quoi que cette fois-ci, au-delà de contre toute attente, il s'est mis dans une certaine posture qui a... Je ne dirais pas, il y a aussi des contingences, des circonstances du moment, comme je l'ai évoqué tantôt avec la situation de la Sénat, qui lui ont permis de se raviser par rapport à ce que, si on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, on aurait pu penser qu'on est en train de légiférer pour avancer, mais au finish, on va se retrouver dans un... comme on dit, dans un goulot d'étranglement qui va peut-être permettre encore de retourner dans un état de recommencement et de se retrouver dans une situation inconfortable. Mieux, aujourd'hui, le PRD se retrouve dans une certaine posture où, s'il n'y a pas une nouvelle ouverture au niveau de la légifération au Parlement, c'est que le PRD ne pourrait pas également aller aux élections. Donc, l'un mis dans l'autre. Et mieux, c'est cela même qu'on reconforte dans une certaine mesure. Lorsqu'on entendait l'opposition dire à un moment donné qu'il faudrait qu'on sorte le président de l'Assemblée je ne dirais pas, des démarches, non pas une démarche, non pas un appel pour appel, mais un appel pour faire remarquer qu'en réalité, certainement pour pouvoir éviter ce qui se lit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même beaucoup sont en train de penser, ou sinon de soutenir qu'il y a même beaucoup plus d'intelligence entre l'opposition et le président de l'Assemblée que le président de l'Assemblée nationale et ses partenaires d'antan. Donc cela même donc a dit quoi? Lorsqu'on prendrait la posture qu'a adoptée l'opposition en disant il faut le sortir, il faut remettre, comment on dit, la médiation, ou bien un personnage neutre, c'était dans une certaine mesure aussi pour légitimer en quelque sorte les décisions que ce dernier-là prendrait aujourd'hui. Parce que, dites-vous, si ces décisions-là ne permettaient pas peut-être à l'opposition de se retrouver dans le jeu d'Adrien Ngouedi, elle serait déjà revenue plus d'une fois déjà sur le fait de le faire sortir. Et mieux, lorsque vous entendez aujourd'hui, il y a ce qui est dit et les actes. Lorsque vous entendez par exemple l'opposition qui, entre-temps, a déclaré qu'il n'est pas qualifié pour conduire la démarche, mais qui aujourd'hui ne met pas en cause ces actions, mais mieux, ce sont ses partenaires d'antan qui remettent ça en cause. Cela amène donc à se poser des questions pour se dire, pour comprendre qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est certain, mesdames, messieurs, il y a un imbroglio. À une autre pareille à l'Assemblée nationale. On a entendu les partenaires d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, car jusqu'à preuve de contraire, que ce soit le PRD, le bloc républicain ou le parti progressiste, tous accompagnent le chef de l'État, il est Kofi Dia. Mais suite à la démarche de Maître Adrien Ngouedi, confiant les nouvelles propositions à la commission des lois, on a entendu ses partenaires marteler Obi et Toby que là, il y a rupture de consensus. Le président de l'Assemblée nationale aurait fait faux et usage de faux en confiant les tests en l'état à la commission des lois. N'était-ce déjà pas un signe annonciateur de ce que l'ouverture attendue
head office voué à l'échec. Vous me faites penser à Tchikaya ou Tamsi. Ah bon? Dans son ouvrage intitulé « Ces fruits si doux à l'arbre de pain », de qui déjà, en 1997, nous disait ceci, que le gouvernement doit être dans les mains des plus méritants, des plus capables et des plus sages. Le méritant, le capable et le sage. Lorsque l'on a réuni cette trilogie vertueuse et qu'on a choisi également de servir son peuple et à travers la représentation, on devrait quand même poser des actes qui puissent aller dans ce que le peuple aspire pour le bien-être. Parce que j'ai pris l'habitude pour moi de dire que gouverner, c'est protéger. Protéger et développer. On veut protéger qui? On protège le peuple. On veut développer qui? On veut développer quoi? On veut développer le pays. Et quand les choses se passent comme ça, ce n'est pas... on doit faire montre de clairvoyance en amont. Ce n'est pas après. Et le président de l'Assemblée nationale et de mon pays, et pour le cas d'espèce, ne semble pas la personne appropriée, dans la mesure où, vous voyez, il a pensé que c'est une commission de loi qui réglerait le problème. Où était cette commission de loi au moment où on votait les lois après minuit? Où était cette commission de loi au moment où on votait les lois après minuit? C'est une question d'homme. C'est une question d'homme et de volonté politique. Et lorsque l'on a choisi de rattraper le tir, parce qu'on a vu le peuple une fois, pas résigné, mais insurrectionné, et qu'on a compris que, parce qu'il faut le reconnaître, l'insurrection est le plus sacré et le plus indispensable des devoirs du peuple. Lorsqu'il ne se retrouve plus dans la politique du prince, ou surtout lorsque le prince a trop fait de violer les droits du peuple. Et aujourd'hui, on a trop fait de violer les droits du peuple. Le peuple est fâché. Et quand on tente de vouloir se rattraper, il faut se rattraper avec les hommes qui ont envie d'accorder le violon. Parce qu'il s'agit ici de s'entendre. Il s'agit ici de s'écouter. Il s'agit ici de s'entendre sur le maximum qui puisse nous permettre de franchir le Rubicon électoral. S'entendre, s'écouter, vous venez de sortir de mots très importants en termes de négociation. Mais avez-vous l'impression qu'avec ce qui se joue désormais à l'Assemblée nationale, les acteurs arrivent à s'entendre et à s'écouter? Les acteurs ont choisi de jouer au plus malin. Et c'est là où je suis déçu. Parce que tout porte à croire que ceux que l'on a désignés ou qui représentent le peuple aujourd'hui n'ont rien compris du tout à ce que veut le peuple. Ils ne regardent qu'eux-mêmes. Les acteurs ont choisi de ne pas s'entendre. Ils ont choisi de ne pas s'écouter. Et nous sommes dans un jeu de micmac. Hier, c'est l'opposition qui est sortie. Et la sortie de l'opposition a fait peur. Du coup, on a dit, on va rétropédaler, on va revoir la carte, on va revoir les choses. Aujourd'hui, maintenant, on dit, allons à la table s'asseoir. Et c'est les membres, c'est les députés de la majorité présidentielle qui font montre d'absentéisme notoire. Et on se dit que derrière ce jeu flou, diffus et confus, il y a forcément une idée politique, il y a forcément une intention qui finira par se matérialiser. Et pour l'heure, on les voit venir, mais une chose est sûre, nous sommes au Bénin. Nous savons d'où nous venons, nous savons où on va, et il n'existera jamais d'élection dans ce pays sans l'opposition. Il n'existera pas d'élection sans l'opposition, c'est le mot d'ordre à la limite qui circule ça et là. Mais Ange Banoui, dans la démarche qui semble beaucoup tanguer et qui pourrait peut-être échouer, ce n'est pas le souhait, mais les signaux ne semblent pas du tout bons pour une sortie de crise. Donc je pense qu'en définitive, les députés de la majorité présidentielle, pour les appeler ainsi, ont définitivement échappé au chef qui a clamé récemment une élection inclusive. Voyez-vous le tableau sous cet angle, ou c'est plutôt, comme le disent d'autres manèges qui sont en jeu? Écoutez, lorsqu'on appréhende un peu ce qui se joue actuellement et quand on essaie d'écouter les propos du chef de l'État et même les propos que les partis qui se réclament de la mouvance soutenant donc le chef de l'État émettent, à comparer avec les actes qui se posent sur le terrain, il y a de quoi se poser des questions. Quand on sait que le chef de l'État a appelé à un consensus, c'est-à-dire donc à une ouverture pour qu'on puisse aller aux élections de la manière la plus démocratique que possible, et que les partis qui le soutiennent
se réclamant donc de lui, disent qu'ils épousent sa vision, mais que sur le terrain, à travers les démarches de consensus menées, d'abord il faut partir du dépôt de la requête entreprise par le président de l'Assemblée nationale pour recueillir les pistes de solutions pour pouvoir sortir de cette situation où ces deux blocs qui se réclament, le bloc républicain et l'Union progressiste, n'ont pas soustrait à déposer en tout cas de quoi sortir d'affaires, et pour le fait qu'ils ne sont pas en difficulté. C'est de là déjà qu'il fallait se poser la question de savoir à quoi on pouvait s'y attendre. Parce que dans l'un ou dans l'autre cas, le calendrier électoral n'étant pas interrompu, donc étant en cours, et la Sénat déroule son calendrier, et mieux, si vous regardez bien, la partie la plus, je ne dirais pas, là où le véritable rouleau compresseur de la Sénat va démarrer, c'est en avril prochain. Donc, ce qui se joue, ça peut s'appréhender sur deux volets. Le premier volet, c'est quoi? Le premier volet, c'est que tout part d'abord du fait que l'opposition n'ait pas réussi à se réunir autour de 1 à 2 blocs au plus. Tout serait jouable si l'opposition avait pu à se réunir autour de 1 à 2 blocs. Parce que, à l'allure où vont les choses, c'est que dans l'un ou dans l'autre cas, s'il doit y avoir élection le 28 ou au plus tard le 15 mai, c'est qu'il n'y aurait plus une grande marge de manœuvre pour pouvoir faire la campagne. Donc, alors qu'actuellement, les acteurs de l'opposition, n'étant pas, pour le moins qu'on puisse dire, encore qualifiés pour aller aux élections, par rapport, en tenant compte des dispositions du code électoral et de la charte des partis politiques qui est actuellement en œuvre, c'est qu'ils ont moins de marge de manœuvre pour pouvoir se mettre sur le terrain, parce que non seulement ils ne savent pas encore s'ils iront aux élections, parce que là, c'est déjà, en tout cas, une équation dont ils ne connaissent pas encore la solution. Donc, pour l'instant, ils sont d'abord occupés par comment faire pour se tirer d'affaire. Pendant ce temps, les autres qui sont déjà qualifiés, eux, ils ont les marges de manœuvre de pouvoir déjà se sentir en termes en voie de compétir. Cela amène donc à dire quoi? Que dans quelles qu'en soient les circonstances, quand les partis de l'opposition seraient qualifiés pour pouvoir aller aux élections, c'est qu'ils ont été véritablement occupés ces derniers temps à parler de est-ce qu'on pourra y aller, comment rentrer dans la course, qu'ils seront au finish essoufflés. Parce qu'ils n'auront pas assez de marge de manœuvre pour conquérir le terrain. Et mieux, vous savez que les autres partis qui sont qualifiés... Vous semblez être dans la tête de Sakalafia, du ministre Sakalafia. Non, je ne me prêtais pas des intentions. Comment pouvez-vous oser vous affirmer ici sans conférir que l'opposition a la probabilité pour que l'opposition n'aille pas aux élections, elle est trop forte et que... Je n'ai jamais vous avez jamais dit ça. Qu'ils disposeront de marge de manœuvre. Je ne vous écoute pas. Peut-être que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit une chose. J'ai dit, dans un premier temps, dans le cas où, par exemple, à l'heure où nous sommes, l'opposition serait qualifiée pour aller aux élections, c'est qu'ils ont passé déjà assez de temps à être occupés par les questions électorales, qu'au final... L'opposition serait qualifiée. Donc, vous avez le pouvoir de qualifier ceux qui vont aller aux élections. Écoutez, de choisir ceux qui vont aller aux élections, alors que les certificats de conformité ne reposent sur aucun fondement juridique. Ça, c'est votre lecture. Non, c'est pas une lecture, c'est un fait. C'est un fait. C'est votre lecture. C'est un fait. Moi, je suis en train de parler... Le certificat de conformité dans le code électoral, vous l'avez vu dans la charte des partis politiques, lorsque le député Abiola a tenté de trouver conformité quelque part sans y ajouter certificat, et il estime que c'est la loi qui le dit. C'est ça qui vous donne le pouvoir d'affirmer ici que il y aura des partis qui seront qualifiés pour partir et d'autres ne peuvent pas être qualifiés pour partir. Les partis vont compétir. Avec votre permission, on va recentrer le débat. Je vous ai laissé exprès y aller, comme vous l'entendez. On va simplement lui donner la parole. Il va finir, vous reprendrez la parole. Exactement. Oui, continue. Je pense que ça aurait été mieux si on s'écoutait. Continue. Pourquoi? Parce que j'ai dit une chose. J'ai dit, dans un premier temps, à voir à l'allure où vont les choses, de ma posture d'analyste, à l'allure où vont les choses, si l'opposition arrivait à se faire qualifier pour aller aux élections, ça, vous pouvez accepter le terme ou ne pas l'accepter, ça n'engage que vous. Moi, c'est ma lecture que j'en fais. C'est que, à l'allure où vont les choses... Ça déjà fait qualifier pour aller aux élections. Mais qu'est-ce que vous voulez? Suivant les déclarations les partis de la mouvance sont déjà qualifiés pour aller aux élections. Et pour vous, les partis de l'opposition ne sont pas encore qualifiés pour aller aux élections. Et ça repose sur quoi? Ce n'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qui justifie de la qualification des uns au détriment des autres?
Cela repose sur quoi? Sur la loi ou sur la force? Ou sur la ruse ou sur la rage? Je ne peux pas permettre ça. Oui, on vous comprend, mais puisqu'il s'agit de son point de vue, on va l'écouter et ensuite tirer les conclusions. Votre vis-à-vis admet que la Sénat ayant fait un travail, puisque officiellement, seule la Sénat est habilitée à dire qui peut compétir ou pas. Et sur les données actuelles, la Sénat a officiellement annoncé qu'il n'y a que 2 formations politiques aptes à aller aux élections. Il s'agit des 2 formations politiques proches du chef de l'État, pour ne pas dire les 2 formations du chef de l'État. Car les acteurs disent qu'ils ne sont pas des formations du chef. Et les insuffisances relevées par le président du PRD. Donc, s'il vous plaît, à l'endroit du chef du parti. Et les insuffisances relevées par le président. Ce sont des faits, exactement. Mais c'est ce que la Sénat a déclenché. Alors, les partis de la mouvance ne sont pas qualifiés. On continue. Oui. Vous aurez votre temps d'intervention. Oui. Le débat de parler de Chola, ce débat-là est déjà passé. Évolué. Ne répondez pas à votre vis-à-vis forcément. Nous sommes face à une situation. Il y a 2 partis qui sont déjà, pour le moins qu'on puisse dire, reconnus être à même de pouvoir compétir. Ça, c'est un secret pour les Chiliens. C'est connu de tous, même du citoyen lambda. Donc là, ces 2 partis se retrouvent déjà en position de compétir. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Pour l'instant, ils ne savent pas encore à quelle sauce ils seront mangés. Donc, pour l'instant, quelles qu'en soient les circonstances, au cas où ils seront amenés à rentrer dans la cour, à compétir, c'est qu'ils auraient déjà passé du temps. Ça, c'est la moindre des choses qu'on puisse constater, à être occupés par les questions électorales, que peut-être ils n'auront que peut-être les 15 jours de la campagne électorale pour aller sur le terrain. Et tenez-vous tranquille, en termes de stratégie électorale et du marketing politique, lorsque vous n'arrivez par exemple à aller sur le terrain, c'est que vous avez certainement, je ne dirais pas, il y a quelque chose qui ne vous permettra pas... La seconde hypothèse que vous évoquez. La seconde hypothèse, c'est quoi? C'est celle que tout porte à croire aujourd'hui avec ce qui se passe. Parce qu'il y a une volonté affichée, sinon pour ne pas dire tout au moins annoncée, d'aller à un consensus, une ouverture. Et mais cette hypothèse-là pourrait amener à ce que peut-être pas tous les partis de l'opposition, comme actuellement en lice, puissent pouvoir aller aux élections, mais que quelques-uns aillent aux élections. Là, ça veut dire que l'opposition a été fortement chaud là, et mieux, cette posture même que certains puissent aller, pourrait même être une guéguerre au sein de l'opposition, qui va se retrouver en quelque sorte entre elles-mêmes chaud là. Vous avez pu constater que du jour au lendemain, il y a des déclarations même au sein même de l'opposition qui portent à ce que on ne puisse pas prévaloir que il y a certains qui portent à eux seuls la voix de l'opposition, parce que à un moment donné, tous les acteurs se posent la question, mais c'est vrai, nous sommes tous de l'opposition, mais forcément pas sur la même... mais ils ne seront pas forcément tous appréhendés sur la même enseigne. Être là, les conséquences, de la situation actuellement, l'impact sur l'information de l'opposition, c'est un peu ce que vous avez C'est un peu ça que je suis de développer. Maintenant, le cas extrême, c'est qu'il n'y ait pas du tout de parti de l'opposition, et ça, on ne le souhaiterait pas, parce que avoir la volonté affichée par le chef de l'État, ce cas, c'est un chemin qu'il ne faudrait pas. Le chef continue toujours de contrôler sa troupe, ou sa troupe lui échappe? Écoutez, on est en politique. Et si je dis qu'on est en politique, c'est qu'on est en politique. Et si vous regardez par exemple les 2 tests qui sont aujourd'hui querellés, le premier test mis en place par le comité de 5 et le dernier qui a été envoyé par le président de l'Assemblée nationale, je me suis posé la question de savoir si peut-être le président de l'Assemblée nationale avait pu finaliser ces échanges avec les sachants auxquels il a fait recours avant que le premier test ne soit sorti. Est-ce que peut-être qu'on n'aurait pas peut-être essayé d'éviter ce à quoi on est en train d'arriver? Ou bien est-ce qu'il avait aussi reçu une pression qui l'a amené à finalement sortir le premier, le temps de finir ces rencontres? Parce que la position des sachants a été claire. C'est qu'il n'est pas question de réviser la Constitution pour pouvoir aller à une élection inclusive et à bonne date. Et vous pensez que le point de la révision, ça intéresse plutôt la majorité, c'est cela? Je ne saurais le dire, mais quand on rentre au sein de l'opinion, on se rend compte que cette question est même mieux agitée, question de révision de la Constitution. Cette question ce n'est pas une question forcément qui intéresse plus d'un, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont exigeantes vis-à-vis des parlementaires, qui se demandent, mais s'il faut réviser la Constitution juste pour pouvoir prolonger leur mandat, à quoi bon? À quoi bon, oui. Il a Kofidja, oui, sur ces questions, votre réaction à présent, avant qu'on évolue dans ce sujet. Je vous pose carrément la question. Le jeudi, à quoi pourrions-nous assister, puisque la patate chaude est finalement envoyée en plénière? Une chance d'évoluer dans les débats ou retour à la case débat?
Non, je ne suis pas un devin pour... Non, techniquement, puisqu'on est là en termes d'analyse, les forces en présence, comment ça va se jouer? Est-ce que la valeur, oui, consensus va primer ou c'est l'unanimisme qui va primer, auquel cas la loi du grand nombre va jouer? J'ai écouté un monsieur sur ce plateau qui, je crois, avait fait sa thèse sur la consécration et qui, dans son développement, voudrait que toutes les décisions ou toutes les lois pour être votées reposent sur un certain nombre d'échanges au préalable et que le fait d'associer les véritables acteurs aux décisions empêche ou évite la crise, chose dans laquelle nous sommes déjà. Et ce qui va se faire jeudi, tout est simple. Soit on décide de corriger la loi et on retient comme principe, mis à part le quitus d'accord pour tout le monde. Et tous les partis d'opposition, comme tous les partis de la mouvance, vont aux élections. Ça, c'est la formule la plus simpliste et qui puisse recevoir l'approbation de tout le peuple béninois. Soit on choisit, comme certains partis le disent, on maintient la loi en l'état, on corrige ce qui ne va pas, et on demande aux partis qui ne sont pas encore en règle de finaliser leurs formalités et tout le monde est parti. Mais cela dit que l'on soit dans cet échange ou que l'on soit dans la recherche de cette approche de solution, ceux qui sont supposés déjà être qualifiés, comme le dit mon vis-à-vis, comme ceux qui sont supposés ne pas être qualifiés déjà, puisqu'il y a un arbitre, légal qui qualifie d'aucuns au détriment d'autres. Les uns comme les autres sont sur le terrain. Les uns comme les autres sont sur le terrain parce qu'il y a des relais. Et les relais, c'est là parce qu'on n'a pas encore reçu le certificat de conformité ou inventé ou innové par une cour constitutionnelle qui semble être plus présidentielle, qu'on est disqualifié. Non, on n'est pas dans ce match politique doit reposer fondamentalement sur les tests et rien que les tests. Et lorsqu'un test n'est pas bon, soit on le balaye d'un revers de main, soit on le corrige et on l'adapte à la situation de l'espèce. Adapté à la situation de l'espèce, c'est justement le travail demandé à ces députés. Le travail en commission ne suffira finalement pas. Incompétent, c'est déclaré, où se sont déclarés les élus du peuple au niveau de cette session. Ange Banoui, la plénière pourra-t-elle enfin trouver la formule qui s'impose pour qu'on en arrive à une issue favorable? C'est une difficile réponse, une des questions à laquelle il serait difficile de répondre par un oui ou par un non. Mais il faut se rendre compte qu'à l'allure où vont les choses, peut-être que seul le juge constitutionnel sera obligé de sonner, de siffler la fin de la récréation. Le consensus est perdu à jamais? Je ne saurais le dire, mais à l'allure où vont les choses, tout porte à croire qu'il y a encore une certaine méfiance qui prévaut et qui amène donc à se poser des questions sur véritablement l'issue qu'on pourrait avoir de cette situation qui a cours. C'est dit, bon, on pourrait aussi, comme on le dit, estimer que de ce jour au jeudi prochain, le chef de l'État pourrait peut-être rencontrer les siens, l'opposition aussi pourrait également se consolider et que chacun puisse harmoniser peut-être sa vision pour qu'on puisse véritablement se tirer d'affaire. Parce que au-delà de toute la volonté du chef de l'État, ce ne serait pas véritablement concevable qu'on se rende compte que ce soit de son côté, peut-être que la chose balance encore et mieux par rapport à l'ouverture qu'a accordé le chef de l'État. Il ne serait pas aussi bien qu'on constate que c'est l'opposition qui véritablement bloque, je ne dirais pas la situation. Mais une chose est certaine, c'est que, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, pour la majorité des citoyens qui sont pour le moins intellectuels, si on estime les 20%, c'est que, en dehors de la grande masse, peut-être qui aujourd'hui est au contact des gens à la base, des acteurs politiques, c'est que ces derniers-là pourront se faire leur chapelle. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que chacun se fait son opinion et ce ne serait pas véritablement bénéfique pour quelques leaders politiques que ce soit en pareille circonstance de ne pas véritablement s'attirer l'assentiment des populations à travers le franc jeu qui sera joué pour que les choses puissent aller de l'avant. Cette population suit de très près ce qui se joue. Mais au cas où l'Assemblée nationale n'arrive pas à trouver la formule dont tous rêvent, il va falloir recourir à l'arbitrage du juge constitutionnel. Il est Kofi Dia, le temps presse.
Et cette probabilité n'est non plus à exclure. Comment entrevoyez-vous le juge constitutionnel face à un jeu aussi complexe qu'explosif? Quand vous parlez du juge constitutionnel, vous me parlez de quelqu'un qui va dire le droit en fonction de la Constitution. C'est cela. C'est bien cela. Oui. Et le jargon juridique est particulier, c'est atypique. Nous avons malheureusement à la tête de notre Constitution quelqu'un qui n'en a pas le profil. C'est un problème fondamental. Non, je suis désolé. Non, c'est un problème fondamental. Est-ce que c'est important de revenir sur ça? C'est très important. Le débat qui a été fait sur ça, ça s'impose encore aujourd'hui. C'est très important. On ne peut pas, on ne sait pas si on est agrégé, qu'on est supposé avoir, on est supposé disposer du monopole en droit. Et l'autre chose, on a à la tête de cette institution un juge dont on connaît la corrélation politique et l'amitié particulière, personnelle avec le chef de l'État. Par conséquent, cela fausse et biaise toutes les interprétations juridiques. Parce que il y a forcément la couleur ou et la complaisance ou le serviteur que l'on a été par le passé qui joue. Là, regardez, dans ce Bénin, dans mon pays, dont les Béninois sont consacrés à l'extérieur comme étant disposant d'un génie, et personne ne peut dire le contraire, on a plein de constitutionnalistes. Et aujourd'hui, pourquoi le président de la République, pourquoi le président de l'Assemblée nationale, autant pour moi, n'est pas allé vers le président de la Cour constitutionnelle pour prendre conseil, mais il est allé plutôt vers les constitutionnalistes, a dit à chacun son rang, à chacun son rôle, à chacun sa lecture. On ne s'improvise pas. Par conséquent, la décision, l'institution, c'est l'institution sacrée qui doit siffler la fin de la récréation, c'est la Cour constitutionnelle. Mais je n'espère rien de bon de cette institution. Je ne sais pas. Vous n'espérez rien de bon? Moi, je n'espère rien de bon de cette institution. Cette institution va simplement prendre une décision qui va forcément vouloir plaire aux puissants de l'instant. Donc, je n'espère rien. Je ne m'attends à rien du tout. Dans l'autre cas, que la décision parte de l'Assemblée, c'est qu'il y aura toujours un contrôle de constitutionnalité par rapport à la loi qui sera votée. Je suis d'accord, parce que c'est le rôle que doit jouer le président de la Cour constitutionnelle. Donc, si on se refait par exemple à 2007, où la révision de l'article 80 a été censurée au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est que rien ne nous dit encore que jusque-là, que le président de la Cour constitutionnelle ne pourrait pas encore censurer, même si il y a la révision de la Constitution qui soit prise en compte ou non censurée. Mais on estime que, étant donné que le président de la Cour constitutionnelle est là, il a été désigné pour pouvoir présider. Il a été désigné ou imposé pour pouvoir présider cette fonction-là, qu'il va se mettre au-dessus de la mêlée et s'approprier à pareille circonstance le rôle que doit jouer quelqu'un serviteur de la nation. On l'espère vivement, et quelles qu'en soient les circonstances, qu'il puisse véritablement trouver, même s'il est allé jusqu'à dire qu'il n'y aura plus de coups des miracles, on estime quand même qu'il y aura une fumée blanche qui va sortir, qui va permettre à ce que le peuple béninois puisse croire véritablement à la vitalité de sa démocratie et en son génie. Oui, dans les situations les plus confuses, on reconnaît le grand homme, et les grands hommes se font au travers des épreuves. Il est quotidien, manifestement, le Bénin est en train de vivre un moment d'épreuve. La vie est sans doute partagée, n'est-ce pas? Et quand on sait que le chef, aujourd'hui, officiellement, pour ce qui est connu de tous, a appelé à ce qu'on aille à une élection inclusive, pensez-vous, si tel est que le président de la Cour constitutionnelle a une certaine accointance, comme vous le dites, avec le chef, pourquoi ne pas alors entériner la volonté du chef, si ça va aider à conduire à une certaine accalmie? Lorsque vous appelez à l'inclusivité de l'élection législative, oui, accompagnez-y les moyens. Il ne doit pas avoir de fossé entre les dire et le faire. Accompagnez les moyens. Accompagnez les moyens et demandez aux véritables acteurs pouvant vous permettre d'obtenir cette inclusion, de jouer leur rôle sans parti pris. Et là, on croirait à vos propos. On peut bien dire, j'avais dit en son temps qu'on ferait une élection inclusive, mais c'est eux qui, de par leur jeu, n'ont pas voulu. Donc, je m'en décharge. J'ai fait preuve de bonne volonté et ils n'ont pas pris le bal au bon. Non, il ne suffit pas de dire que je voudrais dans mon pays que les élections législatives soient inclusives. Il faudrait que le dit s'accompagne du fait. Et pour que le fait soit matérialisé, il faudrait responsabiliser ceux qui peuvent mener cette inclusion à bon port. Vous invitez le chef à faire des intrusions? Et lorsqu'il ne faisait pas des intrusions, c'est ce que vous voulez me faire croire.
quand il a réussi à tourner une majorité présidentielle comme étant des moutons de Panurge, il ne faisait pas des inclusions. Lorsqu'on soutient l'action du gouvernement, lorsqu'on est de la majorité, on n'est pas forcément tenu de supporter aveuglement c'est tout ce que fait le gouvernement. On est tenu au contraire de contrôler ce que fait le gouvernement. Donc regardez le gouvernement en face, lui dit, cette décision, ce n'est pas bon pour le peuple, cette décision n'arrange pas le peuple, cette décision va fâcher plus qu'elle va apporter de la joie. C'est ça. Donc, si on peut s'inspirer en réalité de ce qui s'est fait sur le terrain footballistique et faire en sorte que l'inclusion soit une réalité et que soit voulu et décidé, on aura l'inclusion de façon simpliste, mais dit qu'on veut l'inclusion alors qu'on ne le pense pas, parce que autre chose est de dire, autre chose est de le penser, parce que entre l'intention et la matérialisation, il y a un grand fossé. Or, lorsqu'on a la réunion de l'intention et de la matérialisation, le fait est là, on constate. Donc, la volonté politique doit être affichée et la volonté politique doit être au-delà de ce que j'appelle affiché et matérialisé. Et dans ce sens-là, on doit pouvoir voir. Le chef, il est obligé, parce que c'est à lui seul. C'est sa responsabilité morale qui est engagée en cas de non-élection et les législatives en République du Bénin pour une première. Et sa responsabilité morale qui sera engagée en cas de non-élection et de l'élection législative sans les partis d'opposition. Donc, il s'intrusait déjà et il va falloir qu'il continue par jouer tel qu'il sait le faire dans l'ombre, qu'il le fasse à visage découvert pour qu'on sache que pour une fois, il a sauvé la République. Oui, Ange Banon, oui, c'est le regard de votre vis-à-vis, mais dites le 28 avril, ça reste, face aux difficultés actuelles, une date tenable? Pas totalement évident, mais ce n'est pas à écarter. Parce que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est que le véritable travail au niveau de l'organisation d'une élection, ce n'est pas forcément au niveau de la classe politique, c'est au niveau de la Sénat. Et le calendrier électoral suit son cours. Et mieux, je ne dirais pas, la convocation du corps électoral n'a pas été suspendue par le chef de l'État. Donc, avec tous ces atermoiements, donc jusque-là, le calendrier électoral suit son cours. Et la seule chose qui retient encore jusque-là la classe politique, c'est le fait de savoir qui sont ceux qui vont aux élections. Sinon, la semaine dernière, le président de la Sénat a lancé une formation, etc. Donc, en dehors de cela, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est en avril prochain que, suivant le calendrier électoral, qu'on pourrait parler de spécimens, de positionnement des partis politiques, etc. Donc, si, dans une moindre mesure, en l'intervalle de cette semaine à la semaine prochaine, au plus tard, tout arrivait à se mettre en place et que, au plus tard, au fin de la semaine prochaine, tous les acteurs politiques, en tout cas les partis politiques qui voudraient aller aux élections sont connus, je pense que le 28 est encore jouable. À la limite, une semaine au plus. Et là, peut-être la Cour constitutionnelle pourra, peut-être dans une certaine mesure, parce que tous les regards sont aujourd'hui projetés sur le 15 mai, je pense. Donc, dans une certaine mesure, des décalages de 2 à 3 jours pour l'installation des parlementaires, ce ne serait pas une première. Et tout dépend de la prédisposition à laquelle on pourrait aboutir par rapport à ces différentes tractations. Il est, Kofi Dia, au-delà de tout, possible de sortir de l'impasse une fois encore? Non, le Bénin a toujours étonné, et comme le disent les sages, il étonnera toujours. On finira par sortir, sauf que les acteurs ne s'y mettent pas comme cela s'entend et ça commence par fâcher les uns, ça commence par fatiguer les autres. Mais on finira par sortir de cette crise parce que tout n'est pas encore perdu. Il suffit simplement de joindre l'acte à la parole et je crois que on pourra raconter ce désagrément électoral dû à une certaine volonté d'une certaine classe politique ou à une certaine... Il est confident, il paraît que le temps est complètement parti. Vous avez à conclure. Sinon, j'y vais. Oui. Non, que les partis d'opposition veillent au grain, que nous ayons une élection inclusive. Et l'inclusivité voudrait dire aussi bien les partis de l'opposition que les partis de la gauche. Merci à vous, oui, Ange Banon. Juste un petit mot, que véritablement les acteurs politiques mettent de côté leurs égos, parce que, qu'on le veuille ou pas,
C'est du pays qu'il s'agit. C'est du pays qu'il s'agit, comme le dirait l'autre, le président de l'Assemblée nationale. Ah oui, qu'au-delà des préoccupations personnelles, qu'on n'oublie pas la nation, elle d'abord, avant tout. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout, mesdames, messieurs. Demain, c'est un autre jour pour un autre plateau et d'autres réalités à partager avec vous. Fausse compagnie sur cette citation de Teddy Riner, je le cite, on n'a rien sans rien. Si on ne se force pas à repousser les limites, on ne va nulle part. Au-delà de tout, sachez tenir bon et à pousser jusqu'au bout. Merci pour l'attention. À demain.